Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette session d'information, le sommaire. Le cancer du col de l'utérus est une maladie silencieuse et virale qui affecte près de 3000 femmes chaque année dans le monde. Le dépistage constitue le seul moyen de prévention de cette pathologie. Ils sont souvent incompris et marginalisés dans leur vie quotidienne. Les gauchers doivent s'adapter à un monde dominé par les droitiers. Nous irons à la découverte d'une gauchère dans cette édition. Et puis la fumée tue et les meilleurs indicateurs sont les maladies cardiovasculaires. Il faut s'en éloigner pour protéger son cœur. Un cardiologue revient sur le sujet. Merci de votre fidélité. Le cancer du col de l'utérus constitue aujourd'hui la première cause de mortalité dans le monde. Qualifié de tueur silencieux, le cancer du col de l'utérus fait partie des principaux cancers gynécologiques. Qu'est-ce que le cancer du col de l'utérus et comment le traiter? La réponse, c'est dans ce reportage. Le cancer du col, ça va être l'apparition au niveau du col de l'utérus de cellules qui vont se multiplier de façon anarchique et qui vont entraîner des conséquences graves sur l'organisme et qui peuvent entraîner la mort. Et sur 300 000 décès de femmes pour cause de cancer enregistrés en 2018 dans le monde, le cancer du col de l'utérus est responsable des 2/3 selon l'Organisation mondiale de la santé. Il est classé deuxième cause de mortalité chez la femme après le cancer du sein. Au Bénin, sur 4300 cas de cancer, toutes formes confondues, enregistrés en 2018, le cancer du col de l'utérus représente 25% selon le ministère de la Santé. Le mal est dû à plusieurs facteurs. Le principal élément qui cause le cancer du col, c'est l'infection à un virus qu'on appelle le Human Papillomavirus. C'est un virus qui se contracte par les rapports sexuels. À côté de ça, le tabac aussi est un cofacteur important. Ces cellules cancéreuses, une fois installées, vont progresser de façon presque silencieuse vers le cancer. Pour qu'il apparaisse, ce sont des anomalies au niveau du col qui vont s'aggraver et qui, au bout de 10 à 15 ans, vont être appelés cancer. Mais en général, lorsqu'ils commencent à se manifester essentiellement par des saignements, à ce moment, en général, c'est souvent trop tard. Si l'alcoolisme et le tabagisme représentent des facteurs aggravants, ce ne sont pas les seuls facteurs prédisposants. C'est par exemple les personnes qui sont immunodéprimées, c'est-à-dire dont le système de défense de l'organisme ne fonctionne plus bien. Par exemple, des personnes vivant avec le VIH, dans certains diabètes. Que le cancer du col de l'utérus apparaisse tôt ou tardivement, la prise en charge n'est pas aisée. Les médecins recommandent un dépistage précoce. C'est difficile de le traiter, c'est beaucoup plus facile de le prévenir. Passé un certain stade, il ne va pas pouvoir être guéri. On va plutôt améliorer le confort de vie de la personne le temps qu'il lui reste à vivre. Et pour accompagner les agents de santé dans la lutte contre le fléau, le Bénin s'est doté d'un document stratégique de 100 pages qui fournit des informations utiles sur le cancer du col de l'utérus et d'autres cancers chez la femme. Avec une bonne mise en application de ce plan stratégique, nous parviendrons à une réduction de 30% du taux de mortalité lié au cancer du col de l'utérus. Les femmes, quel que soit leur âge, sont invitées à faire l'examen du frottis vaginal tous les 3 ans pour éviter toute complication. On s'intéresse à présent au risque de la fumée sur la santé. Saviez-vous que l'inhalation de la fumée sous toutes ses formes cause assez de désagréments à la santé humaine? Elle affecte le cœur et augmente la pression artérielle. Celui qui s'expose à la fumée risque de contracter des maladies cardiovasculaires. Martin Kouedansi est cardiologue. Il nous prodigue des conseils pour protéger notre cœur. Les fumées, effectivement, sont à l'origine d'un risque important pour la santé en général et la santé cardiovasculaire en particulier. Dans les fumées que vous voyez dans votre environnement, aussi bien à la cuisine que pendant les feux de brousse ou dans la circulation du fait des gaz d'échappement ou la fumée de cigarettes, les risques sont importants. Parce qu'à l'intérieur de ces fumées, il y a des substances nocives pour la santé, notamment pour les poumons,
pour le système cardiovasculaire. Qu'est-ce qui va se passer au niveau des poumons? C'est que ces fumées-là vont envahir les bronches et créer de l'irritation et de l'obstruction dans les bronches, ce qui va gêner de façon considérable la respiration. Et à terme, avec le mauvais fonctionnement des poumons, le cœur va aussi mal fonctionner. Deuxièmement, les fumées vont entraîner directement au niveau du cœur et des vaisseaux, notamment des artères, un système d'obstruction aussi. Et l'obstruction des artères va entraîner un très mauvais fonctionnement de beaucoup d'organes, notamment du cœur lui-même. Et on peut avoir une grande crise cardiaque à cause des effets de la cigarette et des fumées diverses. Il faut tout faire pour ne pas s'exposer aux fumées. Et si on veut parler de la cigarette, c'est ne jamais fumer une cigarette, pas une seule. Et ne pas être à côté de quelqu'un qui fume. Et si on a la malchance d'avoir commencé à fumer, il faut arrêter. Pour arrêter, il faut de la volonté et il faut l'aide des agents de santé. Pour les d'autres fumées, si on prend la fumée liée au transport de la ville, il faut déjà que chacun se préoccupe d'avoir un véhicule qui n'est pas un véhicule pollueur, que ce soit une moto ou une voiture ou autre chose. Et pour ça, il faut respecter les règles éditées par l'État. Parlons maintenant des gauchers qui sont considérés comme des personnes handicapées. Ce cliché qui leur colle à la peau constitue une stigmatisation. Pourtant, ils seraient ce que l'on appelle des génies en raison de la façon dont ils utilisent le cerveau. Comment vivent les personnes gauchères dans un monde dominé par les droitiers? Pour répondre à cette question, une équipe de notre rédaction a fait une incursion dans le quotidien d'une gauchère élève en classe de 6e. Suivez plutôt. Ce sont des personnes comme tout autre, mais dotées d'une particularité. Elles ont la main gauche comme membre supérieur directeur. Merveille, elle est l'une d'entre elles. Élève en classe de 6e, elle écrit et fait toutes sortes d'autres activités, principalement avec sa main gauche. Avec mes camarades, on écrit au tableau, dans le cahier. Et on fait les exercices ensemble. Je suis la seule à écrire avec la main gauche parce que j'écris très bien et je soigne mon écriture. Les gauchers ou les gauchères le vivent difficilement. Soit ils le vivent comme s'ils sont particuliers. S'ils sont bien forts dans la tête, ils arrivent à surmonter. Mais il y a d'autres qui ont honte d'utiliser la main gauche. Il y a d'autres qui sont gênés de le présenter en public. Du coup, c'est ambivalent dans leur tête. Dans l'univers des gauchers, l'inconscient collectif les prend pour des personnes anormales. Pour ces psychologues, un tel regard ne devait pas être porté sur ces êtres humains, puisque la gaucherie n'est pas une fatalité. L'histoire nous apprend quand même qu'il y a beaucoup de grands artistes, beaucoup de grands auteurs, beaucoup de grands écrivains qui sont des gauchers et qui ont fait des choses spectaculaires. Beaucoup de grands sportifs, il y a certains sports dans lesquels on n'a que le côté gauche qui est plus développé et on a remarqué qu'ils sont les plus actifs, les plus performants. Donc du coup, il y a de quoi promouvoir les gens qui n'ont que utiliser ce côté de leur corps pour qu'ils se sentent un peu plus intégrés dans la société. Je suis très bien avec ma position de gaucher parce que dans la famille aussi, je suis la seule à écrire avec la main gauche. Avec ma famille et mes petits soeurs et papa et maman, l'ambiance est toujours bien, on s'entend toujours. Ce que j'ai remarqué est qu'elle est intelligente, mais elle a encore l'esprit d'enfant. Vous comprenez un peu, elle est intelligente, elle a encore l'esprit d'enfant. La fois passée, j'ai échangé avec son répétiteur. Le répétiteur disait, j'ai soulevé un certain nombre de problèmes. Le répétiteur me faisait comprendre qu'elle ne fait pas d'erreur. Quand elle écrit, elle prend le soin de ne pas écrire avec faute. Pour corriger ce regard discriminatoire que la société porte sur les gauchers, la communauté internationale a choisi la journée du 13 août pour mettre en valeur leur potentiel humain. Être gaucher n'est donc pas une tare, mais un trait distinctif d'une catégorie d'êtres humains.
Au confins du Sahara, là où le désert mauritanien vient flirter avec l'océan Atlantique, vivent les Imragouins, un peuple de pêcheurs. Depuis plusieurs siècles, ils veillent sur le banc d'Arguin, zone de reproduction de nombreuses espèces de poissons. Ils pratiquent une pêche ancestrale au filet sur des embarcations à voile dans le plus grand respect de la nature. Mais leur mode de vie est aujourd'hui menacé par la pêche intensive et la pollution. Les détails dans ce reportage de nos confrères de France 24. C'est un banc de sable de plus de 150 km de long, entre l'océan Atlantique et le désert du Sahara. Un des endroits sur Terre les plus inhospitaliers, éloignés de toute civilisation. C'est pourtant là, sur cette côte, que vivent les Imraguen, un peuple de pêcheurs installé ici depuis des siècles. Comme tous les matins, les hommes du village préparent leur bateau avant le départ. Ils utilisent des lanches, des embarcations à fond plat propres à cette communauté. Barek, le capitaine, a 68 ans. Il navigue ici depuis toujours. Nous pêchons principalement le mulet. En mer, toute nuisance sonore est interdite. Et donc tous les moteurs sont prohibés car c'est une zone protégée. En plus, la pollution du moteur, l'essence, serait nocive pour l'environnement. Les Imraguen sont les seuls à être autorisés à naviguer et à pêcher ici. Le banc d'Arguin est une zone de reproduction importante des poissons, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Préparez-vous, on va tirer la voile d'abord. C'est l'heure de remonter un filet posé la veille dans ces eaux peu profondes. Lors des migrations des poissons ici, les pêches peuvent être miraculeuses. Il y a beaucoup de poissons très différents. Le mulet, le poisson-chat, le barracuda, la sole, le capitaine. Depuis 15 ans, ces pêcheurs se plaignent de la raréfaction du poisson, qui serait due à la pêche intensive qui se développe à la limite du parc. Les Imraguen se sentent menacés. L'embarcation fait route vers le village d'Iwik, habité par une centaine de personnes. Les poissons aussitôt déchargés sont salés pour être conservés par des températures qui dépassent les 30 degrés. C'est Yali qui s'en charge. Le jeune pêcheur rentre ensuite chez lui, une vie des plus spartiates. Nous utilisons ce bois de récupération pour faire les maisons et nous le badigeonnons d'huile de moteur pour ne pas que les termites le rongent. Les gens n'ont pas les moyens de construire quelque chose plus coûteux. Ils n'ont pas le choix que de rester ici. Vivre ailleurs n'est pas possible. Et pourtant, n'imaginez pas que les Imraguen rêvent d'autres horizons. Les plus jeunes comme Yali ou les plus anciens comme sa grande-tante n'échangeraient leur mode de vie pour rien au monde. Nous sommes heureux. Avec cet air pur, il n'y a pas mieux. Quel que soit le confort ailleurs, qu'il y ait des avions, des voitures et tout le luxe, j'abandonnerai tout ça pour respirer l'air d'ici et vivre ici. Je n'ai pas trouvé mieux ailleurs. Les Imraguen ne sont plus que 600 à vivre sur les côtes mauritaniennes, répartis dans une demi-douzaine de villages, un nombre qui ne cesse de diminuer. Leur histoire est intimement liée à celle de ce parc, unique au monde, où la nature et l'homme dépendent désormais l'un de l'autre. Et voilà qui vient mettre un terme à ce journal que vous pouvez suivre également sur le www.ortb.bj. Merci à vous de nous avoir suivis.